Au cours des prochaines minutes, des 2 prochaines heures, on va essayer de brosser un tableau rapide de l'éthique de la recherche. Ça va vous donner quelques pistes. On peut approfondir des sujets pendant longtemps, mais au moins, vous allez avoir quelques éléments d'intérêt. J'aimerais vous ramener au début des années 2000. Il existait à cette époque, il existe toujours des cadres en éthique de la recherche. On est dans une université américaine où une étudiante a eu la chance d'avoir un poste comme assistante de recherche auprès d'une équipe qui fait de la recherche sur les maladies pulmonaires. Les chercheurs principaux présentent un projet de recherche, ils sont subventionnés pour faire un essai clinique de phase 1 sur un médicament qui vise à aider, lorsqu'il y a des blocages au niveau respiratoire, à faciliter la respiration. Et pour ce faire, ce qu'on donne, on donne un produit chimique qui bloque les voies respiratoires. Puis après ça, on donne le médicament pour essayer de pallier au problème. Donc, l'équipe fait des annonces, affiche ça sur le campus, et de façon non surprenante, il y a très peu de participants qui se montrent intéressés au projet de recherche. À ce moment-là, au lieu d'aller voir le comité d'éthique, parce que le projet avait été approuvé par un comité d'éthique, puis de voir qu'est-ce qu'il en était, on met des pressions sur les assistants et les assistantes de recherche pour qu'ils deviennent participants à la recherche. Et donc, cette personne qui s'appelle Ellen Roach accepte de participer. Donc, on lui donne le produit chimique. Et là, les problèmes commencent. Les voies respiratoires bloquent. On lui donne le traitement, ça ne débloque pas. Dans les 12 heures suivantes, elle perd 30 de ses fonctions respiratoires. Et dans les 3 jours qui suivent, elle perd, tous ses organes arrêtent de fonctionner et elle décède. Okay. Lorsqu'il y a eu une évaluation de ce qui s'est produit, on s'est aperçu qu'on avait fait une recherche en littérature sur le produit qui était injecté pour bloquer les voies respiratoires. On avait utilisé Medline pour faire cette revue de littérature-là. Mais Medline se rend à peu près aux années 60, début des années 60. Dans les années 50, il y avait eu deux documents qui avaient été publiés qui indiquaient que ce produit chimique pouvait causer des chocs anaphylactiques. Et c'est ce qui s'est produit à ce moment-là. Et en essayant de traiter, on n'a pas été capable parce que le choc anaphylactique était présent, on n'a pas traité le choc anaphylactique. C'est un des exemples qu'on voit souvent en littérature lorsqu'il est question d'éthique de la recherche. On a des cadres, mais c'est à chacune des chercheurs et chercheuses que revient la responsabilité de voir à ce que lorsqu'il y a un problème, on en discute puis qu'on essaie de trouver des solutions. Dans ce cas-là, malheureusement, c'était un décès. Je dois vous avouer que lorsqu'on étudie l'éthique de la recherche, on s'aperçoit que l'éthique de la recherche, depuis le milieu du 18e siècle, n'a progressé que par des cas comme ça. Okay? C'est seulement lorsqu'il y a eu des problèmes qu'il y a eu une réflexion, puis qu'on a avancé au niveau de l'éthique de la recherche, malheureusement. Et ça, dans toutes les disciplines. Là, je vous parle des sciences biomédicales, mais c'est aussi en sciences sociales, c'est aussi en sciences humaines. On peut voir plusieurs exemples. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui avec vous, c'est m'arrêter rapidement sur 5 éléments. La première chose, on va tenter de définir qu'est-ce que l'éthique de la recherche. On parle d'un sujet, mais qu'est-ce que c'est? Il y a peut-être plusieurs façons de le concevoir. On va prendre quelques minutes pour regarder le document qui est le cadre réglementaire canadien, qui est l'énoncé de politique des 3 conseils, qui pose les balises pour la recherche avec des êtres humains au Canada. Comment déterminer si une évaluation éthique est requise pour un projet de recherche? Quels sont les éléments à considérer? Le rôle et la composition du comité d'éthique de la recherche et quels sont les aspects du projet de recherche impliquant des êtres humains qui peuvent entraîner des questions éthiques. Donc, ce sont les 4 éléments. Je vous en prie, si vous avez des questions, vous les posez tout de suite.
Vous allez voir tout à l'heure, je vais définir c'est quoi l'éthique de la recherche. Pour moi, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de la réflexion éthique. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Ça va? L'éthique de la recherche, de quoi s'agit-il? Bien, lorsqu'on regarde ce qu'est l'éthique de la recherche, on parle de 4 dimensions. Moi, je me situe vraiment dans le courant de pensée, pour ceux qui ont une approche philosophique, dans le courant de pensée de l'éthique appliquée nord-américaine. Et dans la situation canadienne, bien, il y a des particularités qu'on va voir lorsqu'on voit l'énoncé de politique qu'on ne retrouve pas ailleurs dans le monde. Donc, on va prendre cette approche-là. L'éthique de la recherche et l'éthique en général comportent 4 dimensions. La première, c'est l'axiologie, qui est un ensemble de valeurs personnelles, souvent non organisées, qu'on développe lorsqu'on évolue, lorsqu'on grandit, et qui proviennent de notre milieu familial, de notre culture, de notre environnement social, etc., etc. J'attire l'attention sur cet aspect-là de l'axiologie parce que c'est un volet qui est rarement considéré. Et l'axiologie, c'est ce qui fait en sorte qu'une réflexion éthique, lorsqu'on la saisit bien, va fonctionner ou ne fonctionnera pas. Okay? Parce qu'on a chacun des conceptions qui sont propres. On a chacun des valeurs qui nous sont propres, puis des fois qu'on n'a pas nécessairement verbalisées. Et donc, cet élément-là est essentiel. Si vous faites une recherche en littérature anglaise, vous ne retrouverez pas le terme axiologie. C'est un volet qui est absent. Okay? Donc, on a la chance, dans la conception francophone, de pouvoir compter sur cette dimension-là. La deuxième, c'est la déontologie. Tout le monde connaît ça. C'est un ensemble de règles qui s'appuient sur des valeurs communes, okay, qui sont communes à un groupe, à un ensemble de personnes, à un milieu de travail. Si vous regardez un petit peu les exemples, bien, il y a le Practice Guide du Collège des physiciens et chirurgiens de l'Ontario. Il y a les normes de déontologie de la profession enseignante aussi en Ontario. Il y a des documents comme la déclaration de Helsinki de l'Association mondiale médicale. Et on va voir avec l'énoncé de politique, qui a été publié en 2014, il y a des articles. Et ces articles-là constituent de la déontologie. Ce sont des éléments qu'on doit appliquer. Okay? Donc, la déontologie occupe une place importante. Lorsqu'on est un comité d'éthique de la recherche, on va le voir, on a 2 approches possibles. Une de ces approches-là, c'est l'approche déontologique. C'est-à-dire qu'on évalue un projet de recherche et on ne regarde que les règles à appliquer. Par exemple, l'article 3.2 de l'énoncé de politique nous dit « Voilà ce que doit contenir un formulaire de consentement. » Et on applique ça comme ça. Okay? Donc, ça, c'est une approche, ce que j'appelle l'approche déontologique. Je dois vous dire que ce n'est pas celle que je privilégie. La deuxième, la différence, c'est, on me demande souvent, c'est quoi la différence entre l'éthique et la morale? Okay? Dans la perspective de l'éthique appliquée, bien, la morale, c'est vraiment un ensemble de normes et de principes qui sont basés sur des valeurs reconnues et acceptées par une société, une culture, une religion. Donc, on est encore dans un système structuré. Si vous prenez certains textes philosophiques, encore là, qui viennent d'Europe, vous allez voir une inversion dans les termes. Ce que je définis ici comme morale, en Europe, parfois on va le définir comme éthique, et vice-versa. Donc, il faut savoir, lorsqu'on lit un texte, il faut pouvoir déchiffrer les origines de ce texte-là et comment on comprend les choses. Et le 4e volet, c'est l'éthique. Pour moi, c'est une réflexion et une discussion à propos des valeurs qui doivent s'appliquer à un contexte particulier. Donc, je souligne bien réflexion et discussion. Et lorsqu'on parle d'un comité d'éthique, c'est là, pour moi, qu'est l'essentiel du travail. Ces valeurs, ils peuvent avoir été identifiées, mais dans certains cas, elles ne le sont pas. Il faut pouvoir les identifier pour pouvoir faire cette discussion-là. Et pouvoir, parfois, trouver des pistes de solution. Et comme dans toute chose, les valeurs, bien, parfois, ça rime bien, mais parfois, elles sont en opposition. Alors, une partie du travail d'un comité d'éthique, c'est de faire cette balance-là entre les valeurs qui sont en jeu. Donc, lorsqu'on parle d'éthique en recherche, c'est une réflexion, une discussion fondée sur le dialogue entourant la pratique de recherche, les valeurs, les principes, les normes, les questions d'intégrité scientifique, de conflits d'intérêts qui sous-tendent cette pratique.
Je vous parlais de l'approche déontologique versus l'approche éthique d'un comité d'éthique de la recherche. Il y a quelques années, il y a un chercheur qui vient me voir. Il me dit, Michel, moi je fais un projet de recherche avec des gens qui souffrent du sida, puis je vais faire des entrevues à San Francisco avec la communauté LGBT là-bas. Donc, je vais faire des entrevues, puis on va garder la confidentialité. Quelques mois après, il vient me revoir et dit, Michel, ça ne marche pas. Je ne peux pas garder la confidentialité. Les participants exigent et demandent qu'ils soient identifiés dans les textes qui seront publiés. Okay? Donc, si on avait été un comité qui s'était penché seulement sur l'aspect déontologique, on aurait dit non, parce que la déontologie ne le permet pas. J'ai demandé aux chercheurs pourquoi les participants voulaient être identifiés. Bien, ils disent c'est tout simplement parce que pour eux, d'avoir leur nom là, ça donne un sens à leur mort qui est toute proche. Et donc, sur cette base-là, en faisant une réflexion éthique, le comité a accepté que les noms des participants soient intégrés dans la publication, dans le livre qui est sorti par la suite. Okay. Donc, ça vous donne une différence entre une approche déontologique et une approche éthique au niveau du fonctionnement d'un comité. Quand on demande l'éthique s'applique où? Bien, elle s'applique partout au niveau du projet de recherche. Elle s'applique dans l'amont, la préparation, c'est-à-dire la réflexion autour d'un projet de recherche, d'une activité de recherche, et se conclut, la première phase, par l'évaluation éthique. Donc, on fait un projet de recherche avec des êtres humains, on l'envoie au comité pour qu'il soit évalué. Elle se fait aussi en cours, c'est-à-dire lorsque le projet se réalise, bien, le comité d'éthique doit faire un suivi, ce qu'on appelle une évaluation éthique continue. Et donc, on voit comment le projet continue, évolue avec le temps s'il y a des problèmes qui se manifestent. Et la troisième dimension, c'est dans l'aval de la recherche, lorsqu'on parle de la valorisation, de la transmission des données, des résultats. Un terme que j'utilise, c'est l'éthique de la valorisation des résultats de recherche, parce qu'il y a des aspects qui entrent en jeu à ce niveau-là. Ça va? On a bien placé le contexte. Allons-y avec des éléments liés à l'énoncé de politique. Le document officiel qui s'applique au Canada, qui s'applique ici, partout au Canada, dans les institutions qui sont financées par les organismes subventionnaires fédéraux, mais aussi dans certaines institutions et certains ministères qui ont fait l'énoncé de politique, c'est que cet énoncé-là s'applique partout. Okay? Le texte officiel, c'est le texte que vous retrouvez en ligne. Parce que l'énoncé de politique est un document évolutif. Il peut changer n'importe quand. Il y a des interprétations qui sont publiées, qui viennent apporter des précisions, qui viennent mettre en contexte certains éléments, certaines informations sur l'article. Et donc, si vous avez une copie papier, vous n'avez pas nécessairement la dernière version. Et je vous informe tout de suite qu'il y a des changements qui s'en viennent. Il y aura des consultations cet automne sur certains volets, entre autres sur le chapitre sur les essais cliniques qui devrait nous arriver d'ici aux fêtes, et qui vont être intégrés par la suite au document. Donc, c'est important de pouvoir référer directement au document sur le site Web. Lorsqu'on a travaillé à la rédaction de la version 2010 de l'EPTC2, version 2010, version 2014, un des problèmes qui avait été souligné par la communauté de recherche, c'est que les comités d'éthique devaient appliquer simplement des règles. Puis qu'on se retrouvait dans des contextes où parfois les règles n'étaient pas nécessairement adaptées. Si on regarde l'obligation du consentement éclairé signé, qu'on va voir tout à l'heure, lorsque je fais une recherche avec une communauté autochtone, peut-être que la signature n'est pas valable. Lorsque je fais un certain type de recherche qualitative, ce n'est pas adéquat. J'ai travaillé avec certaines populations africaines. Encore là, on oublie ça, le consentement signé. Je veux dire, ça n'a aucune portée. Ça peut même, dans certains cas, être une insulte de faire signer le document. Et donc, il faut pouvoir adapter les articles, les exigences, selon les contextes de recherche. Et lorsqu'on a rédigé les versions 2010-2014 de l'énoncé de politique, on a dit, les comités d'éthique, il faut leur donner l'espace nécessaire pour faire la réflexion éthique. Parce que si on ne leur donne pas ça, bien, ils vont être coincés et ils ne pourront pas fonctionner. C'est le problème actuellement qu'on rencontre en France. En France, il y a une législation qui a été mise en place qui décrit précisément ce qui doit être évalué. Il y a une grille d'analyse
puis les comités d'éthique ne peuvent pas dépasser de cette grille d'analyse-là sous peine d'être poursuivis par les commanditaires, par les organismes qui financent. Et donc, parfois, on peut voir un problème d'ordre éthique, puis on ne peut pas le régler parce qu'on est coincé par cette loi-là. Donc, l'énoncé, lui, a voulu être plus flexible. C'est pour ça qu'au Canada, lorsque la première version est sortie, on est allé avec un énoncé de politique et non avec une loi. Parce que la loi, premièrement, est longue à changer, difficile à changer. Elle ne tient pas compte de l'évolution rapide de la recherche. Et donc, on croyait que l'énoncé de politique pouvait évoluer plus rapidement. Autre élément particulier, c'est qu'au Canada, on est un des rares pays avec l'Australie et l'Afrique du Sud à exiger l'évaluation éthique pour toute la recherche avec des êtres humains. En France, par exemple, je reviens avec la France, c'est seulement la recherche biomédicale qui va être évaluée. Dans certains pays d'Afrique, c'est seulement la recherche biomédicale qui va être évaluée. Mais lorsqu'on a fait la réflexion au Canada, ce qu'on s'est dit, c'est que toutes les personnes qui participent à des projets de recherche, dans quelque domaine que ce soit, méritent la même protection, méritent le même regard. Et c'est à partir de ça qu'on a fait l'énoncé de politique, puis qu'on l'a étendu à toutes les disciplines et tous les champs de recherche. L'énoncé de politique, c'est un gros document. C'est un document qui a 242 pages en français. Si vous ne vous endormez pas le soir, vous pouvez le prendre et commencer à le lire. C'est sûr que vous allez vous endormir. Okay? Il y a beaucoup de matériel, puis c'est assez intense, puis c'est ça, c'est assez lourd à lire parfois. Quoique les chercheurs nous ont dit que cette version-ci est meilleure que celle de 1998. Ce qui comporte, il est subdivisé en trois catégories, trois grandes catégories. Ce qu'on retrouve en premier, c'est un cadre général qui porte sur 2 chapitres. Donc, le chapitre 1, c'est le cadre éthique. Je vais y revenir tout à l'heure. Okay, qui pose vraiment le contexte dans lequel le travail, la réflexion éthique doit se faire. Le deuxième, c'est l'approche de l'évaluation éthique de la recherche. Comment on doit faire l'évaluation? Qu'est-ce qui est inclus dans le processus d'évaluation de la recherche? La deuxième grande catégorie, c'est les éléments généraux, c'est-à-dire les éléments qu'on retrouve dans toute recherche, tous les projets de recherche, qu'on parle d'un projet de recherche, des entrevues, de la recherche du matériel, qu'on parle de la constitution de banques de données ou de banques de matériel, bien, ces éléments-là doivent être inclus. Le processus de consentement libre, éclairé et continu. Je souligne ici l'aspect continu parce que c'est une nouveauté dans l'énoncé de politique. C'est-à-dire, quand on parle de continu, c'est que ça doit se faire durant le consentement doit être maintenu durant tout le projet de recherche. Et non simplement, ce n'est pas simplement un formulaire qu'on fait signer au tout début. Le chapitre 4 porte sur la justice et l'équité dans la participation à la recherche. Lorsqu'on regarde encore là ce qui s'est passé en général, il y a des populations qui n'ont pas été incluses. Par exemple, les femmes enceintes, qui ne sont pas incluses dans certains types de recherche. Les enfants, les personnes âgées. C'est des groupes qui ont été, en général, soit surutilisés, soit sous-utilisés dans le cadre du développement de la recherche. Le respect de la vie privée et de la confidentialité. On va y revenir tout à l'heure. Toute la question de la gouvernance de l'évaluation éthique de la recherche. Dans quel contexte se fait l'évaluation éthique de la recherche? Quels sont les paramètres dans lesquels elle doit se réaliser au sein d'un établissement? La question des conflits d'intérêts. La question des conflits d'intérêts, je vais prendre faire une petite histoire rapide. La question des conflits d'intérêts elle nous est arrivée, puis on a procédé à la rédaction de ce chapitre-là, parce qu'à un moment donné, il y a une chercheure de SickKid à Toronto qui a eu des problèmes avec un projet de recherche. Okay? La chercheure on peut donner des noms, là, mais la chercheure, qui est Dr. Olivieri, avait eu certains succès avec un projet pour traiter de la thalassémie, donc la rétention du fer au niveau du rein chez les enfants. Elle a signé un contrat avec une compagnie de médicaments génériques pour développer cette recherche-là. Lorsqu'elle a commencé à faire la recherche, elle s'est aperçue qu'il y avait des risques importants, entre autres des risques de décès chez les enfants qui recevaient le médicament. Elle est allée voir le comité d'éthique, elle a dit « Je veux informer les participants comme il se doit. » Puis le comité d'éthique, pas de problème.
Il est allé voir l'organisme, la compagnie qui finançait. La compagnie a dit non. Vous ne pouvez divulguer ces résultats car elles sont notre propriété. Dans le contrat qui avait été signé, on indiquait que toutes les données étaient la propriété de la compagnie. Et donc, la compagnie a refusé. Dr. Olivieri est allé de l'avant quand même, informer les participants parce qu'elle considérait que ça soit devoir éthique. Mais elle a fait l'objet par la suite de poursuites par la compagnie. Il y a toute une série de poursuites qui ont été engagées de part et d'autre. Ce qui a été problématique, c'est lorsque le problème s'est révélé, ni SickKid ni l'Université de Toronto n'ont appuyé le chercheur Dr. Olivieri. C'est l'Association canadienne des professeurs d'université qui a mis sur pied un comité, qui a émis un rapport et qui a fait une analyse de la situation et qui a démontré qu'il y avait, entre autres, une possible situation de conflit d'intérêts parce que la compagnie finançait aussi des activités de recherche au sein de l'université de l'hôpital. Et donc, c'est à partir de ces éléments-là qu'on a écrit le chapitre sur les conflits d'intérêts, on va le voir tout à l'heure, qui touche les conflits d'intérêts institutionnels des membres du comité d'éthique, mais aussi des chercheurs. Donc, c'est notre deuxième bloc, ici, au niveau de l'énoncé. Le troisième bloc, c'est les contextes spécifiques. Vous avez ici 6 chapitres qui portent sur des situations particulières. La recherche relevant de plusieurs autorités. Si je fais une recherche ici à la Cité collégiale, puis que j'ai aussi des participants qui sont, par exemple, à Montfort, comment on fonctionne? Okay? Donc, il y a des balises qui sont incluses là-dedans. La recherche visant les Premières Nations, les Inuits et les Métis du Canada. Ce chapitre-là, à mon avis, moi, je le considère comme extrêmement important. Dans la première version de l'énoncé de politique, il y avait 2 pages sur la recherche avec les Inuits. Lorsqu'on a travaillé à la version actuelle, il y a eu des comités des populations autochtones qui se sont rencontrés, qui ont travaillé vraiment à réfléchir sur les aspects éthiques, parce que, entre autres, lorsqu'on est sur réserve, parfois on voit arriver le chercheur d'un mauvais œil, parce qu'on a eu beaucoup de problèmes. Donc, on a développé ce chapitre-là, mais ce qui est intéressant, c'est que les chercheurs nous ont dit, oui, ça s'applique aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis, mais ça s'applique aussi à toute la recherche interculturelle. Donc, les éléments qui sont inclus dans ce chapitre-là, on peut l'appliquer dans différents contextes. Comme je vous disais tout à l'heure, moi, j'ai fait un petit peu de travail en Afrique, puis, entre autres, ce chapitre-là m'a été extrêmement utile lorsqu'on est arrivé pour discuter de la prise en considération des contextes locaux à ce niveau-là. Entre autres, on parle des ententes qu'on doit établir entre les milieux et les chercheurs, les différentes approches qu'on doit avoir. Et ce chapitre-là, pour moi, est crucial. Il y a le chapitre sur la recherche qualitative. On disait dans le premier énoncé de politique, c'est bien beau ce cadre-là, mais il s'applique seulement au domaine biomédical. Recherche quantitative pure. Mais on fait aussi de la recherche qualitative. Comment l'appliquer? Bien, ce chapitre-là donne des balises, apporte une réflexion au niveau de la recherche qualitative. Les essais cliniques. Et lorsqu'on parle d'essais cliniques, là, ici, dans ce chapitre-là, on ne parle pas seulement des phases 1, 2, 3, 4, là, des essais cliniques médicamenteux. On va parler des essais cliniques en psychologie, par exemple, ou dans d'autres disciplines. Et comme je vous disais, bien, ce chapitre-là est en révision actuellement et il y a une consultation qui devrait arriver sous peu sur ce chapitre-là. L'utilisation du matériel biologique humain, y compris le matériel lié à la reproduction humaine. Donc, il y a tout un chapitre là-dessus. Et entre autres, il y a une section qui porte sur la création de biobanques et toute la recherche en génétique. Donc, un chapitre, le chapitre 13, qui porte là-dessus. C'est en gros, là, brosser rapidement ce qui inclut l'énoncé de politique des 3 conseils. Ça va? Des questions à ce point-ci? Oui? Une diapositive antérieure. Vous avez ici la justice et l'équité dans la participation à la recherche, et puis vous avez mentionné les cas quand même assez particuliers. La question, est-ce que depuis la dernière itération, est-ce qu'on fait tout du fait que c'est plus une question de design expérimental et un peu moins du côté des droits de la personne? Bien, oui, c'est le design expérimental, mais les droits de la personne sont impliqués aussi. Ils sont directement impliqués.
pour cet élément-là, je vais vous ramener à une autre histoire. En 2003, j'étais dans la région de Baltimore. Puis, il y a une université dans la région là-bas qui avait décidé de faire des tests au niveau des polluants environnementaux. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des maisons à loyer modique. On les a retapées, on les a peinturées. Puis, on a dit aux gens, ben venez, les gens qui sont à loyer modique, on va vous donner ces résidences-là, mais la seule chose qu'on vous demande, c'est que 2 fois par année, bien, on va prendre une prise de sang pour voir si vous êtes en bonne santé. OK? Donc, on fait ça. Mais au moment où j'étais à Baltimore, dans les journaux, les gros titres sortent, on n'avait pas informé les participants que la peinture contenait du plomb. En 2003. OK? Puis ce qu'on voulait vérifier avec les prises de sang, c'est s'il y avait du plomb, si le plomb se dégageait de la peinture, parce qu'on voulait essayer vraiment une nouvelle formulation, puis on pensait que le plomb allait rester captif dans la peinture, ce qui n'était pas le cas. Il y avait des émanations. OK? Donc, là, on a visé une population particulière. On ne leur a pas donné l'information nécessaire. Puis on les a impliqués dans un projet de recherche. Oui, il y a une question de métaux, mais une question de droit de la personne, droit de l'information au niveau de l'obtention du consentement, qu'on va voir tout à l'heure. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est la notion d'exclure, par exemple, les femmes enceintes. Oui. Les femmes, ça, je sais que ça fait énormément de gravures Oui. dans plusieurs études métaboliques, Oui. parce que justement, le sexe de l'individu, l'âge, le fait d'être enceinte ou non, a d'énormes répercussions sur. Oui. Alors, certaines personnes ont même eu l'objection qu'on vient à objectiver une certaine condition humaine pour le profit d'autres qui ne sont pas concernés. Oui, mais oui, cette question de justice-là est importante. C'est la question de justice de base de presque toute l'histoire de l'éthique de la recherche. Vous parlez de cet exemple-là. L'exemple que je peux vous donner, c'est il y a quelques années, au Nigeria, on a décidé d'aller faire des essais sur des vaccins, ce qu'on croyait être des vaccins contre le VIH. Sauf que le vaccin qu'on utilisait, c'était un vaccin à base de cellulose. Lorsqu'on regarde dans la littérature, ça n'a aucun effet. Mais la compagnie est allée là-bas, puis a fait cet essai-là. Puis, un des problèmes qui s'est posé, c'est qu'il y avait une mauvaise compréhension de l'information qu'on donnait. Dans certaines langues, ce n'est pas possible de traduire certaines informations qui peuvent être contenues, qui peuvent être disponibles pour l'obtention du consentement. Et dans ce cas-là, ce qui est arrivé, c'est que les femmes ont compris que s'il y avait le vaccin, il n'y avait plus besoin de se protéger. Et donc, ils ont arrêté de se protéger, puis le vaccin était inefficace. Fait qu'il y a eu une propagation du VIH. Et ces éléments-là reviennent à la justice parce qu'on n'a pas fait cet essai-là au Québec ou en Ontario. On est allé le faire dans un pays où il n'y avait pas vraiment de comité d'éthique pour suivre les choses, auprès de populations qui ne pouvaient pas comprendre. Puis, on a utilisé une approche qui n'était pas adéquate. On est arrivé là-bas avec l'approche nord-américaine en disant « signez ce formulaire de consentement-là, puis après ça, on va procéder à la recherche ». Donc, la question de justice, elle revient. Elle revient souvent. Nous, on est chanceux ici parce qu'on est peut-être moins affectés jusqu'à certains points. Quoique, quand on regarde la publication de Beecher en 1963, il y a dans le New England Journal of Medicine, bien, il y a des populations captives, des prisonniers, des personnes âgées qui ont été l'objet, je dis bien l'objet, de recherche. Et donc, cette question de justice, elle est éminemment présente, puis je dirais souvent dans la plupart des projets de recherche. Okay? Oui, la méthodologie est là. On peut me dire, quand j'évalue un projet, bien, écoutez, là, je fais ça avec des gauchers. Bien, oui, mais pourquoi tu ne fais pas avec des droitiers? Tu sais?
que, bon, si on est capable de me le justifier scientifiquement, pas de problème. Mais si on ne peut pas me le justifier scientifiquement, mais pourquoi on le fait? Okay. L'autre élément qu'on va me dire, bien, écoute, mes fonds ne me le permettent pas. J'ai une population qui est très restreinte, mes fonds ont été coupés, j'ai eu seulement la moitié de ma subvention, puis je peux faire seulement avec un groupe particulier. Bon, ça, on peut le comprendre. Mais la question qu'on va poser, qu'est-ce que tu vas faire après ça pour les autres personnes qui ne sont pas incluses? Okay? Donc, c'est toutes des questions qu'un comité d'éthique peut poser, parce que ça fait partie de son travail, en disant, bien, on n'élimine pas quelqu'un en partant. Tu sais, on ne prend pas, je reviens avec les médicaments parce que c'est ceux qui ont été le plus présents là, dans les problèmes. Tu sais, on ne peut pas prendre une posologie pour un adulte puis l'appliquer pour un enfant, en calculant tout simplement les ratios de poids. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, cette question de justice-là est une question, de justice et équité, c'est une question qui est toujours présente. Puis lorsqu'on a rédigé la deuxième version de l'énoncé, il apparaissait important de la clarifier, puis d'en faire un chapitre qui est propre, pour s'assurer que, oui, on ne prenne pas des populations qui sont à risque, mais aussi qu'on ne surexploite pas des populations. Tu sais, quand j'évaluais des projets à un moment donné, au niveau psychosocial, quand, je ne sais pas, moi, tu travailles avec des jeunes de la rue, puis que tu es la sixième projet de recherche à questionner les mêmes personnes. Là, tu te dis, OK, est-ce qu'il y a une surutilisation? Est-ce qu'on peut trouver d'autres façons de faire? Donc, ce sont des éléments aussi qui sont à prendre en considération. Et c'est pour ça que pour moi, le volet éthique est important, parce que c'est là que le comité d'éthique rentre en discussion avec le chercheur en disant, oui, tu as ta méthode, elle est bonne, tu as été subventionné, parfait, mais comment maintenant, au niveau éthique, on peut travailler avec ça? Puis assurer que ces exigences-là, au niveau, entre autres, de la justice, puissent s'appliquer. Ça va? Donc, on a les essais cliniques, on a la recherche en génétique humaine. Il y a d'autres questions. Lorsqu'on a fait la consultation pour la dernière version de l'énoncé de politique, le groupe consultatif interagences a consulté l'ensemble des chercheurs au Canada. Puis on nous a dit, bien, il y a d'autres domaines dans lesquels peut-être qu'on devrait faire une réflexion éthique particulière, comme par exemple tout ce qui est santé publique. La santé publique, on n'est pas dans les mêmes paramètres, par exemple, que les essais cliniques. Okay? Bon, il y a un groupe de travail qui a été créé là-dessus. Puis il y a des groupes de travail qui continuent comme ça à réfléchir. Je suis actuellement sur un groupe de travail qui réfléchit à l'information et à la formation qu'on doit donner aux participants. Parce que c'est beau d'informer les chercheurs, mais le participant, lui, il ne sait pas. Il ne sait pas qu'est-ce qui arrive. Je donnais une formation comme ça à un moment donné à des étudiantes en sciences biomédicales à l'Université de Montréal, puis je parlais du consentement. Après le cours, il y a une étudiante qui vient me voir, elle dit, Monsieur Bergeron, elle dit, moi, je participe à un essai clinique sur le VIH. Je dis, OK. J'ai dit, est-ce que c'est à l'université? Elle dit, non, c'est un essai clinique par une compagnie à contrat, qui fait de la recherche clinique à contrat. Je dis, parfait. J'ai dit, qu'est-ce que stipulait ton formulaire de consentement? Elle dit, je devais-tu avoir un formulaire de consentement? J'ai dit, oui, tu devais avoir un formulaire de consentement. Mais elle dit, pourquoi? Bien, pour que tu sois informé. Tu sais, j'ai dit, entre autres, j'ai dit, ça peut avoir un impact sur tes assurances vie, les assurances maison et tout ça. Elle dit, bien, je suis juste dans le groupe témoin. C'est pas grave. Lorsque l'assureur va venir te voir, va te demander si tu as participé à un projet de recherche, tu vas devoir dire oui. Puis tu vas devoir dire que c'est un projet sur le VIH. Tu sais? Même si tu es sur le groupe témoin, bien, ça risque d'avoir un impact. Alors, bon, elle était un petit peu ébranlée par ça, puis elle était retournée, je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite, elle devait retourner voir le CRO puis voir ce qu'elle était, mais c'est un problème. On m'a demandé à un moment donné de résumer les 242 pages de l'énoncé de politique en une phrase. Okay? J'ai dit, bien, l'énoncé de politique, c'est le respect de la dignité humaine. C'est simplement ça. T'sais? On a développé 242 pages pour dire ça. C'est quand même un élément crucial, parce que l'énoncé de politique est basé uniquement sur cette valeur.
Je parle ici d'une valeur qui est le respect de la dignité humaine. Maintenant, comment on interprète le respect de la dignité humaine? Hein? On a regardé un petit peu en littérature, puis on s'est dit, il y a peut-être au-dessus d'une centaine d'interprétations qu'on peut donner au respect de la dignité humaine. Hein? On s'est dit alors, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? On est retourné à l'histoire, puis on s'est dit, pour définir l'énoncé de politique, pour définir le respect de la dignité humaine, qui est que les recherches soient menées de manière à tenir compte de la valeur intrinsèque des êtres humains, la façon de le définir, on va le définir par 3 principes. Le respect des personnes, la préoccupation pour le bien-être et la justice. Ceux qui ont fait un petit peu de bioéthique, on retourne au rapport Belmont des années 79. Sauf que dans les versions qu'on a ici dans l'énoncé de politique, on a amené certaines teintes un peu plus actuelles. Okay? Et la chose importante, qui est très importante, qui est dans la première énoncé de politique et qui est dans le deuxième, c'est lorsqu'on fait une réflexion éthique autour de la recherche, ce qu'on doit prendre en considération, ce n'est pas la recherche, ce n'est pas notre objectif de recherche, puis le comité d'éthique ne doit surtout pas faire ça, mais il doit prendre en considération le contexte de vie dans lequel la recherche se réalise. Si je fais une recherche, je reviens à l'expérience qu'on a eue, si je fais une recherche dans un village du Bénin ou du Nigeria, dans un village reculé, dans le Bénin, dans le nord, par exemple, puis que je veux poser des questions à une femme dans le milieu, il faut que je passe en premier par ce qu'on appelle, je vais utiliser le terme anglais parce que c'est toujours celui qui me revient en premier, le gatekeeper. Okay? La personne qui va donner l'autorisation qu'on fasse de la recherche dans le village, pour commencer. Par la suite, étant donné qu'on est dans une société patriarcale, on va demander au mari si on peut recruter des femmes pour faire la recherche. S'ils nous disent oui, on va faire le recrutement. On va les rencontrer. Mais lorsqu'elles sont avec les chercheurs, on va leur demander si elles acceptent de participer. Et si quelqu'un nous dit non, il faut prévoir un mécanisme pour ça. Okay? Le plus bel exemple que j'ai eu, c'est qu'à un moment donné, il y a une étudiante au doctorat qui vient nous voir et qui nous dit « Monsieur, je fais une recherche en Amazonie, dans un petit village, auprès de prostituées, et ce village est contrôlé par les cartels de la drogue. » J'ai dit « OK, première question, sais-tu dans quoi tu t'embarques? » Elle dit « Oui, parce que j'ai travaillé là pendant 10 ans. » C'est parfait. « As-tu un organisme qui te supervise? » « Oui, un organisme qui est là. » Elle dit « Le problème, c'est lorsqu'on rencontre les femmes, on vérifie s'ils ont le consentement, s'ils donnent leur consentement. Elles sont libres de le faire. La plupart vont venir. Mais s'il y en a qui ne veulent pas, on va les garder. On va leur faire une série de tests. On va leur poser une série de questions qui vont les aider dans leur situation dans laquelle elles sont. Mais ça va prendre à peu près le même temps que les questions de recherche. Fait qu'on ne saura pas si la personne a participé ou non. Puis surtout que c'est dans un programme de suivi au niveau de la santé. Et donc, le projet a été développé comme ça. Puis, aux dernières nouvelles, il a été publié il y a à peu près 3 ou 4 ans. Intéressant. Mais on aurait dû réfléchir à un mécanisme pour permettre que les femmes qui participaient ne soient pas identifiées, puis que ça puisse leur causer des problèmes allant jusqu'à la mort. Okay? Donc, il faut tenir compte du participant. Il faut tenir compte de son contexte lorsqu'on fait une évaluation éthique. Ça c'est bien important aussi. On a parlé des 3 principes. Le respect de la personne. Le premier élément, c'est qu'il s'agit de reconnaître la valeur intrinsèque de tous les êtres humains et le fait que chacun a droit au respect et à tous les égards qui lui sont dus. Tous les êtres humains. On peut me dire, c'est bien beau, vous dites une vérité que tout le monde connaît. Sauf que l'histoire nous révèle des éléments qui sont contraires. Le Troisième Reich, en 1939, avait une politique sur la recherche pour traiter adéquatement les personnes, objets de recherche. On sait qu'il y a eu par la suite les camps de concentration nazis où on a fait de la recherche.
Mais les gens qui étaient là n'étaient pas considérés comme des personnes. Et donc, la loi du Troisième Reich ne s'appliquait pas. Okay? Donc, l'énoncé de politique met cet accent-là parce que lorsqu'on fait de la recherche en milieu multiculturel, de la recherche à l'extérieur dans d'autres contextes, il faut pouvoir reconnaître ça comme principe de base. Tout être humain a une valeur intrinsèque et on doit le respecter et lui accorder tous les égards qui lui sont dus. Okay. Le deuxième élément, le respect des personnes comprend le double devoir moral de respecter l'autonomie, de protéger les personnes et de protéger les personnes dont l'autonomie est en développement entravée ou diminuée. Donc, normalement, lorsqu'on veut appliquer le respect de la personne, on demande à la personne si elle accepte de participer au projet de recherche. Okay? Mais il y a des situations, des enfants, des mineurs, par exemple, où l'enfant ne peut pas donner son consentement. Si vous faites un projet de recherche avec des enfants de 7 ans, il ne peut pas donner son consentement. Donc, il y a des mécanismes sur lesquels on a réfléchi. Si vous faites, par exemple, de la recherche avec des patients qui souffrent de la maladie d'Alzheimer et qui sont avancés au niveau de la maladie d'Alzheimer, ils ne peuvent pas donner leur consentement. Okay? C'est le mandataire en cas d'inaptitude qui va le faire. Pour les enfants, c'est les titulaires de l'autorité parentale. Vous pouvez avoir des situations aussi, des situations d'urgence. Hein? Il y a un témoignage qui a été fait il y a quelques années, un colloque ici à Ottawa du Conseil national en éthique et la recherche chez l'humain. Puis la personne qui a fait cette présentation, c'était un participant à une recherche. La personne, c'est un avocat, okay, qui est arrivé dans une situation, il a fait une crise cardiaque. Il arrive à l'urgence. En arrivant à l'urgence, on lui dit « Veux-tu participer à tel projet de recherche, tel projet de recherche, tel projet de recherche? » Lui, il a tout signé ça. On dit « OK, pas de problème, c'est quelqu'un d'articulé. » Sauf qu'il nous a dit que 2 jours après, on est venu le voir pour recueillir des données, puis il ne se rappelait pas d'avoir signé les formulaires de consentement. Il ne se rappelait pas qu'il avait accepté de participer au projet de recherche. Il y a des situations dans lesquelles la personne la plus articulée qui soit ne sera pas capable de prendre une décision. Et ça, l'énoncé de politique aussi a réfléchi à cette question-là. Qu'est-ce qu'on fait dans les cas de situation d'urgence? Comment on doit procéder? Mais on doit assurer dans tout ça le respect des personnes. Puis on doit s'assurer que lorsqu'elles sont capables de prendre une décision, elles puissent la prendre à ce moment-là, qu'on puisse y revenir. Le respect de la personne, la façon dont elle s'applique, c'est vraiment par le consentement libre, éclairé, continu. Okay? Libre, on ne met pas de pression. Je reviens à mon cas du début, Ellen Roach. On ne met pas de pression sur quelqu'un pour participer. La personne doit être libre de participer. Éclairé, on doit lui donner toutes les informations nécessaires pour qu'elle puisse donner son consentement éclairé. On ne cache pas un petit coin, là. Okay? Je vais revenir sur des cas d'exception tantôt. Mais c'est l'approche générale. Et continue. C'est que oui, on peut donner notre consentement au début d'un projet de recherche, mais le chercheur a l'obligation, tout au long du projet de recherche, de vérifier que le participant maintient son consentement. On repose la question, on reparle du projet, on lui ramène des éléments pour voir si si la personne est encore d'accord avec cette façon de procéder. Puis on va me dire, bien, comment entre autres, oui, un élément qui est important, c'est si une personne nous dit non, c'est non. OK? Même une personne qui n'est pas apte, selon la loi, qui dit non, c'est non. Un exemple qu'on a vu à un moment donné en milieu hospitalier, c'est une personne qui était quadraplégique. Elle ne pouvait pas bouger, était considérée comme inapte. Puis, on voulait faire un projet de recherche avec cette personne-là. Puis ça impliquait, entre autres, une injection. À chaque fois que l'infirmière arrivait avec la seringue, puis voulait faire l'injection, la personne avait un mouvement, avait une réaction, comme de quoi elle n'était pas d'accord avec ça. Puis à un moment donné, les chercheurs sont venus nous voir au comité, puis ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on continue le projet quand même? On a dit non. Si vous avez un signe à un moment donné que la personne refuse, quel que ce soit, au niveau du visage ou peu importe, vous respectez ça.
Vous devez respecter ça. Ça fait partie de vos obligations. Okay? Donc, le respect de la personne, des personnes, c'est le premier élément. Le deuxième principe, c'est la préoccupation pour le bien-être. Il s'agit de protéger le bien-être des participants au regard des risques et des inconvénients imprévisibles qui peuvent être associés à la recherche. Ici, je vais vous dire quelque chose qui me cause une allergie importante dans les projets de recherche. Okay? C'est quand je reçois un projet de recherche avec un formulaire de consentement qui dit « Il n'y a aucun risque et aucun inconvénient à ce projet de recherche. » Okay? Ça me cause certaines allergies. Je ne tombe pas en choc anaphylactique, là, mais ça me cause certaines allergies. C'est vrai pour le sujet, mais ce dont le chercheur n'est pas conscient, c'est qu'il se met lui-même à haut risque dans ça. Okay? En Colombie-Britannique, une recherche a lieu dans une école, à la maternelle. Okay? C'est une recherche qui est simple. Les enfants ont à jouer avec des blocs, faire des casse-têtes, faire des petits dessins. Ce n'est pas compliqué. La chercheure écrit « Il n'y a aucun risque à participer à ce projet de recherche. » Bien, ce qui est arrivé, c'est que ce n'est pas tous les élèves qui ont accepté de participer. Puis, la classe était filmée. Donc, pour assurer le respect de la confidentialité, on devait amener les enfants qui participaient dans une autre salle. La seule salle qui était disponible, c'était une salle au deuxième étage de l'école. Donc, les enfants montaient au deuxième étage, faisaient le projet, puis redescendaient. En redescendant, une petite fille qui s'accroche, qui tombe dans l'escalier puis qui se casse une jambe. Bien, les parents sont allés en cours contre le chercheur, puis on dit au chercheur, « Vous aviez dit qu'il n'y avait pas de risque. » Elle est tombée, puis elle s'est fait mal. Donc, puis la chercheure a perdu en cours en Colombie-Britannique. Ce que je suggère toujours, c'est de dire, bien, la recherche n'implique pas des risques plus grands que les risques encourus dans la vie de tous les jours. Il y a des fortes chances que pour rentrer chez elle, quelque chose comme ça, la petite fille ait à monter quelques marches quelque part. Puis, ça se peut qu'elle s'en fâche, puis qu'elle tombe. Mais ça fait partie de la vie courante. Et donc, à ce moment-là, en écrivant ça, bien, oui, on informe le participant, on informe qu'il y a des risques, puis le chercheur se protège aussi en même temps. Okay. Donc, il faut vraiment parler de ces risques et de ces inconvénients-là. Puis lorsqu'on parle du bien-être, et c'est là la différence, par exemple, par rapport au rapport Belmont, c'est qu'on renvoie à la qualité de la vie dont on joue sous tous les aspects de la vie. Okay? Qu'on pense à la santé physique, mentale, ça c'est celle qui nous vient immédiatement, mais qu'on pense aussi aux aspects économiques, aux aspects matériels, sociaux ou même spirituels. Il peut y avoir des risques. Il peut y avoir des éléments importants qui vont venir jouer au niveau des risques et inconvénients à ces dimensions-là aussi. Il faut le prendre en compte. Ça fait partie de l'ensemble des évaluations des risques et des inconvénients. Et cette préoccupation-là inclut le respect de la vie privée et de la confidentialité. Lorsqu'on regarde, vraiment, c'est un devoir du chercheur de le faire, l'énoncé de politique le mentionne, mais ça fait partie aussi des droits de la personne. Toutes les provinces au Canada, puis il y a une loi aussi canadienne qui dit qu'on doit respecter la vie privée et la confidentialité des participants. Okay? Donc, ça fait partie du droit du participant. Il faut pouvoir tenir compte de ces éléments-là. Et le troisième principe, qui est le principe de justice, bien, c'est attrait au devoir de traiter les personnes de façon juste et équitable. Il implique d'avoir le même respect, comme on disait tout à l'heure, et la même préoccupation pour chacune des personnes concernées. Chaque personne. Pour être équitable, il faut répartir les avantages et les inconvénients de la recherche de façon à ce qu'aucun segment de la population ne subisse une part excessive des inconvénients causés par la recherche, ni ne soit privé des avantages découlant des connaissances issues de la recherche. Ça, c'est un des problèmes, entre autres, dans les pays qui sont en développement. On va faire de la recherche dans ces pays-là. On a des populations qui participent, mais lorsque, entre autres, la recherche biomédicale, la recherche pharmaceutique, lorsque la recherche est terminée, bien, les populations ne peuvent pas se payer les médicaments, ne peuvent pas avoir accès aux médicaments.
Donc, dans l'énoncé de politique, un des éléments qu'on a mentionné, c'est qu'il doit y avoir un retour des résultats d'une façon ou d'une autre. On veut éviter une situation comme celle qui s'est vécue au Brésil il y a plusieurs années, où des compagnies pharmaceutiques avaient dit, bien, on va venir chez vous, on va s'établir chez vous, on va construire des complexes de recherche, on va former des gens, des Brésiliens en recherche, au niveau comme chercheurs, comme techniciens, etc., etc. Puis, on va venir développer des vaccins, ici, entre autres, des vaccins sur le VIH. Le problème qui est arrivé, c'est que ça n'a pas fonctionné, les vaccins qui ont été développés là-bas. Et donc, à un moment donné, les compagnies pharmaceutiques sont sorties du Brésil. Ça, c'est une Brésilienne qui me racontait ça. Ils sont sortis complètement du Brésil. Ils ont laissé les bâtisses vides, puis ils n'avaient formé personne. Donc, les populations ont été utilisées sans qu'il y ait un retour équitable pour eux là-dessus. Il n'y a pas eu vraiment de personnes qui ont pu bénéficier. Il n'y a pas eu de développement de connaissances dans la société brésilienne à propos de ça. Donc, ce sont les trois grands principes lorsqu'on fait une évaluation éthique, lorsqu'on fait de la recherche qu'on doit prendre en compte. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions à ce point ici? C'est pas mal clair. Okay. Vous pouvez revenir si vous avez des questions sur des éléments précédents. Qu'est-ce qui doit être évalué au niveau de l'éthique? Quel type de projet de recherche? Bien, c'est les recherches avec des participants humains vivants. Toute recherche avec des participants humains vivants. Les recherches qui portent sur du matériel biologique. Ça comprend notamment tout tissu, organes, sang, plasma, peau, sérum, ADN, ARN, protéines, cellules, cheveux, rognures d'ongles, urine, matériel fécal, salive, autres liquides organiques, gènes, ovules, spermatozoïdes, embryons, fœtus et tissu fœtal. Donc, tout tissu. Tout projet de recherche qui implique l'utilisation de tissus humains doit faire l'objet d'une évaluation éthique. Ça, c'est le point de départ. Okay. Donc, dès qu'il y a ces éléments-là qui sont inclus, puis je vais rajouter un petit peu plus tard, vous allez voir aussi toute donnée provenant d'êtres humains. Lorsque quelqu'un utilise ces données-là, ça doit faire l'objet d'une évaluation éthique. La question qui nous a été posée aussi, c'est comment on définit la recherche. Et là, un peu comme avec le respect pour la dignité humaine, on était confronté à une situation un peu problématique. Comment on peut définir la recherche? En Angleterre, on avait essayé de la définir. On avait demandé aux gens d'envoyer une définition qu'ils considéraient acceptable de la recherche. Ils ont reçu 153 définitions de la recherche. Ça n'a pas été bien pour déterminer comment on le définissait. Dans la première version de l'énoncé de politique, on disait que la recherche devait être généralisable. Pour ceux qui font de la recherche qualitative, quand on fait une entrevue, quand on fait une histoire de vie, les données de recherche ne sont pas nécessairement généralisables. Donc, il fallait tenir compte de ça dans la définition de la recherche. Et donc, la définition à laquelle on est arrivé, c'est qu'une recherche est toute démarche visant le développement des connaissances au moyen d'une étude structurée ou d'une investigation systématique. Okay. Une étude structurée est une étude menée de façon à ce que la méthode, les résultats et les conclusions puissent soutenir l'examen minutieux de la communauté de recherche concernée. Lorsqu'on prend seulement la première phrase, on peut dire, c'est quoi la différence entre la recherche, par exemple, et le travail journalistique? Il n'y en a pas. D'où la deuxième phrase qui dit que pour que ce soit de la recherche, il faut que ça puisse correspondre à un examen, ça puisse répondre à un examen minutieux de la communauté de recherche concernée. On ne parle pas de discipline ici, on ne parle pas de champ, on veut couvrir l'ensemble de la recherche parce qu'entre autres, tu peux avoir une recherche qui est émergente puis que les gens ne pourront pas évaluer. Hein? La première fois que j'ai évalué un projet en psychothérapie, par immersion en réalité virtuelle, il n'y avait rien qui existait en littérature. Nulle part. Il n'y avait aucun spécialiste au Canada dans ce domaine-là, sauf le chercheur qui commençait à développer ça. Mais on s'est assis avec le chercheur, puis on a réfléchi. Puis on a réfléchi à des éléments qui pouvaient amener à encadrer puis à voir les risques impliqués. Puis à ce moment-là,
on se base parfois, oui, sur la théorie, mais on se base sur l'expérience. Moi, mon plus jeune, c'est un gros gamer. Il passe toujours des heures à jouer sur l'ordinateur. Puis, il y avait deux de ses amis qui étaient gamers aussi. Puis, à un moment donné, un d'entre eux s'est mis à faire des crises d'épilepsie. Puis là, ils sont allés voir le médecin, puis ils ont dit, bien, c'est quoi la cause? La seule réponse qui pouvait être acceptée, que le médecin a mentionné, c'est qu'il joue trop longtemps à l'ordinateur. Puis c'est ça qui cause ces crises d'épilepsie. Donc, ils ont mis en place un protocole qui disait, bien, OK, il ne joue pas, par exemple, plus que 2 heures ou 3 heures par jour. Puis il arrête de jouer à un moment donné. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris cette expérience-là, puis on l'a appliquée à l'immersion en réalité virtuelle. Parce que les participants, c'était des étudiants de l'université. Puis on a dit, bien, si vous avez des étudiants au bac, là, il y a des chances que plusieurs d'entre eux soient des gamers. Puis si vous les mettez en immersion en réalité virtuelle, il y a des chances qu'ils fassent des crises d'épilepsie. Et donc, avec le chercheur, on a développé un encadrement. Puis ce qui est intéressant, c'est que cet encadrement-là est devenu maintenant un peu la base du fonctionnement de l'évaluation puis de la minimisation des risques lorsqu'on fait de la recherche en immersion en réalité virtuelle. Donc, la recherche, c'est un développement des connaissances. On définit aussi ce qui est un participant humain. On ne parle pas ici de sujets comme dans la première version d'énoncé de politique. Entre autres, en milieu interculturel, un sujet, ça a une connotation très négative. Quelqu'un est assujetti à quelqu'un d'autre. Donc, le participant humain, c'est une personne dont les données ou les réponses à des interventions, des stimuli ou des questions de la part du chercheur ont une incidence sur la question de recherche. Okay? Donc, toute donnée. Données ici est compris dans le sens de tout élément, que ce soit des données numériques, que ce soit du matériel. Tous ces éléments-là sont inclus sous l'aspect de la participation. Et le participant, bien, il peut être vivant ou il peut être mort. Okay? Lorsqu'on fait de la recherche sur, par exemple, des pièces de cadavres, j'ai évalué des projets où on utilisait des genoux de cadavres pour voir au niveau des ligaments comment le ligament fonctionnait pour essayer de trouver une thérapie lorsqu'il y avait un ligament qui était brisé. Bon, bien, ça fait partie de ça. Ça fait partie des éléments qu'on doit évaluer. C'est sûr que le participant, il n'est pas là pour donner son consentement, sauf qu'habituellement, lorsqu'on fait référence à ce type de banque-là, les gens ont autorisé l'utilisation de ces organes ou de ces articulations, par exemple, ou du cerveau, à des fins de recherche. Et le comité d'éthique va vérifier si tel est le cas. Donc, le participant humain, ce n'est pas la personne à qui on pose la question nécessairement devant soi. Ça l'est, mais c'est celle aussi de qui proviennent les données. Les données du matériel biologique humain, comme je disais, peuvent faire l'objet d'une utilisation primaire. Donc, on recueille ces données-là pour les fins de la recherche. On a notre question de recherche, on a notre objectif, on va chercher les informations en conséquence. Mais aussi l'utilisation secondaire qui est recueillie à d'autres fins que celui du projet de recherche. Par exemple, dans les milieux hospitaliers, on va regarder certains tissus. OK? Bien, il y a des chercheurs qui vont dire, bien oui, on va prendre ces tissus-là maintenant pour en faire de la recherche. Quand ils ont été gardés, une biopsie par exemple, elle n'était pas nécessairement dans le but de faire de la recherche initialement. Elle était plus dans une perspective clinique, thérapeutique. Si on le fait pour de la recherche, bien là, à ce moment-là, on doit passer par le comité d'éthique de la recherche. Il y a des exemptions et des exceptions qui existent. Mais c'est toujours au CER de décider si l'exemption ou l'exception s'applique. Ça m'est arrivé parfois d'un chercheur qui commence un projet de recherche, c'est arrivé il y a quelques années, qui me dit bon, on ne l'a pas soumis au comité d'éthique. Je dis pourquoi tu ne l'as pas soumis au comité d'éthique? Ça tombait nécessairement sur la définition. Bien, j'ai considéré que c'était une exception. Non, ce n'est pas à toi de décider. Parce que tu es juge et partie. Le comité, ça prend quelqu'un d'impartial et de neutre pour faire cette décision-là. Et ça, pourquoi?
dans les notions politiques, on renvoie cette décision-là au comité d'éthique de la recherche. Le chercheur peut avoir son impression, mais il y a à vérifier auprès du comité, puis le comité va confirmer si c'est oui ou non, c'est une exemption ou une exception. Les exceptions possibles, si la recherche est fondée seulement sur de l'information accessible au grand public, et si cette information-là est adéquatement protégée par une loi, ou si l'information ne fait pas l'objet d'une attente raisonnable en vertu de la vie privée. Vous faites une recherche en sciences sociales, en généalogie ou peu importe, vous consultez des archives avec des références à des personnes. Bien, si les archives ont été constituées de façon telle à ce que les données, les informations qui sont là soient gardées privées, bien, elles doivent l'être en vertu de la loi pendant un certain temps, 50 ans ou 99 ans, dépendant des situations. Okay? Donc, si on n'a pas eu l'autorisation de le faire, on ne peut pas les utiliser. Si la loi ne l'a pas encadré et ne le permet pas. Je prends les données de Statistique Canada. Okay? Dans les données de Statistique Canada, la loi, ce qu'elle indique, c'est qu'on peut utiliser les données statistiques à des fins de recherche pour des personnes qui sont liées à Statistique Canada, lors des renseignements confidentiels. C'est pour ça que les chercheurs, lorsqu'ils veulent utiliser des renseignements confidentiels identificatoires, par exemple, ils ont signé une entente comme de quoi ils font partie, ils tombent sous la loi de Statistique Canada, et à ce moment-là, on peut utiliser les données. Donc, la loi l'encadre. L'observation des personnes dans des lieux publics. Vous vous asseyez dans un parc, vous regardez passer les personnes, vous notez leur comportement. J'ai un projet de recherche à un moment donné, c'était un chercheur s'assoyait dans un parc de skateboard. Puis là, s'assoyait puis regardait le comportement. Ça, si c'est ça, il n'y a pas de problème, ça fait partie de l'exemption. Vous êtes dans un parc, vous avez une fontaine. Sur le bord de la fontaine, vous décidez de mettre un 20 $. Okay? Puis vous allez regarder comment les gens réagissent lorsqu'ils voient le 20 $. Ça a besoin d'une évaluation éthique. Parce que vous, en anglais, vous stagez. Vous posez des circonstances qui ne sont pas les circonstances du milieu naturel dans lequel vous êtes. Ça c'est intéressant parce que j'ai eu un projet à un moment donné en administration où le chercheur faisait évaluer des copies d'examen par des chercheurs d'autres pays. Puis ce qu'il faisait, c'est qu'il glissait un 50 $ dans les feuilles. Puis là, il voyait, lorsque la copie revenait, ces 50 $ étaient là ou ils n'étaient plus là. Là, il vérifiait l'honnêteté, entre autres, des participants. De cette façon-là. Ça coûte cher. Ils ont perdu quelques 50 $. Okay? Donc, il n'y a pas rien de planifié, on appelle ça l'observation en milieu naturel, ça n'a pas besoin d'une évaluation éthique. Mais en plus, il ne doit pas y avoir d'atteinte raisonnable en matière de vie privée. Okay? Donc, les personnes qui sont là ne doivent pas considérer que l'activité qu'ils ont sont l'objet de la vie privée. Ça m'est arrivé à un moment donné, on me pose la question, je suis dans une réunion du mouvement charismatique au Parklands Down. Okay? Est-ce que c'est la recherche en milieu... Est-ce qu'on est en milieu privé? Est-ce qu'on considère que l'activité qui se passe, c'est de la vie privée ou de la vie publique? Mais lorsqu'on regarde un peu, qu'on fait une petite recherche en littérature, on s'aperçoit rapidement que c'est de la vie privée. C'est comme si on allait dans une église. C'est comme si on allait dans un temple, peu importe. Ça fait partie de la vie privée. Et donc, à ce moment-là, ce n'est pas exempté de passer par une évaluation éthique. Et si la diffusion des résultats ne permet pas d'identifier des personnes, je reviens à mon exemple du parc au début. Au lieu de prendre des notes, vous filmez. Okay? Puis vous utilisez les images, après ça, pour faire l'analyse. Si vous pouvez identifier les personnes, bien, à ce moment-là, ça a besoin d'une évaluation éthique. Parce que là encore, c'est la question de la protection de la vie privée qui entre en ligne de compte. Donc, oui, il y a des exemptions, mais il y a des conditions qui s'appliquent à ces exemptions. Et le dernier, c'est l'utilisation secondaire des données du matériel biologique anonyme. Je vais revenir tout à l'heure à la définition d'anonyme, parce que pour moi, c'est une définition qui est cruciale. Si c'est vraiment anonyme, puis
puis qu'il n'y a pas d'autre chose, on prend des données qui sont anonymes, puis qu'on les utilise, que ça reste comme ça, il n'y a pas de problème. Si on prend des données, qu'on les fusionne à une autre banque de données, ou qu'on les fusionne à des images, puis que ça permet d'identifier des personnes, ça a besoin d'une évaluation éthique. Tu sais, à un moment donné, il y a quelqu'un au bureau de la recherche à l'Université de Montréal qui vient me voir, il dit, « Bien, Michel, il dit, on a une question pour toi. On a une banque de données, dans cette banque de données-là, c'est une donnée sur les emplois. » Il dit, « Les données sont anonymes, il n'y a pas de problème. On a une deuxième banque de données. Cette banque de données-là, c'est sur les formations. » Bon, je dis ça, pas de problème d'habitude. On a une troisième banque de données, c'est sur les immigrants, les lieux d'origine, puis où ils travaillent. Puis j'ai dit, qu'est-ce que tu fais avec ça? Bien, il dit, on prend les trois, on les fusionne, puis on va faire de la recherche là-dessus. Mais j'ai dit, si tu fais ça, là, j'ai dit, c'est comme si tu venais de m'identifier le Guatémaltèque qui travaille au Super C à Vaudreuil, où je reste, là, tu sais. J'ai dit, tu identifies tout ça, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait comme travail, c'est quoi sa formation, tu as toutes les données, tu sais. Identificatoire. Tu sais. Donc, ça fait partie des éléments qui doivent être évalués. Parce que oui, ça peut être anonyme à un élément ou un autre, mais quand je les fusionne, ça ne l'est plus. On peut identifier la personne. Aussi la diffusion aussi. Il ne faut pas que la diffusion le permette. Vous utilisez des données, vous publiez ces données-là, vous publiez des images pour pouvoir identifier la personne. Les exceptions possibles. Ça, c'était déjà là dans l'énoncé de politique précédent. Les études consacrées à l'assurance et à l'amélioration de la qualité, les activités d'évaluation de programme, les activités d'évaluation de rendement, les examens habituellement administrés dans le cadre d'un projet de recherche. Et là, on me dit, ben oui, mais moi, en éducation, c'est de l'évaluation de programme que je fais. Okay? Donc, ce n'est pas couvert par l'énoncé de politique. La réponse est non, c'est couvert par l'énoncé de politique. Parce que le cinquième point, c'est si tous ces éléments servent uniquement à des fins d'évaluation, de gestion et d'amélioration, et n'inclut pas un volet recherche, tel que défini. Dès qu'on inclut un volet recherche, bien, à ce moment-là, ça doit passer par un comité d'éthique. Okay. Les activités artistiques qui intègrent essentiellement des pratiques créatives, sauf si ces pratiques créatives visent à recueillir les réponses auprès de participants. Vous avez une pièce de théâtre qui porte, par exemple, sur les situations de fin de vie. Vous faites la pièce de théâtre, puis après ça, vous demeurez avec les participants, vous leur posez des questions sur la fin de vie. Ça constitue de la recherche. J'avais un chercheur, à un moment donné, qui vient me voir, il dit, « Bien, moi, je fais une banque de données, je recueille de l'ADN, puis il dit, je vais faire de la recherche sur les aspects environnementaux qui peuvent affecter la personne. Mais il dit, en même temps, il dit, moi, je suis un danseur. Je fais de la danse contemporaine, puis il dit, je vais utiliser l'ADN pour faire une chorégraphie. Chaque danseur va avoir une chorégraphie qui va être propre à l'ADN qui est la sienne. » OK, si tu m'expliques ça, c'est pas tout à fait clair comment ça va fonctionner. Tu sais? C'est ça. Fait que là, ben, il dit, ben, venez, il dit, on a une discussion, on va y aller. Fait que je dis, OK, un de mes employés, il va. Ah, il dit, Michel Duchat content, il dit, la rencontre, il dit, ça débutait par pizza et Porto. Ah, j'ai dit, c'est parfait, ça. Il y a de l'argent, ce chercheur-là. Puis il dit, ils ont expliqué ça. Donc, il dit, ce qu'il va faire, c'est que oui, il recueille des données. Il dit, il y a une partie qui va être de la recherche, qui est constitution de banque de données, puis il y a la partie qui est la partie statistique. Mais là, dans ce cas-là, on a dit, la partie statistique n'est pas couverte. Le comité d'éthique n'a pas besoin de s'y pencher. C'est une activité artistique. Puis c'est intéressant, ça a été présenté il y a 2 ans à Montréal, puis ça a eu un gros succès durant le festival d'été, durant le festival à Montréal. Mais il continue avec sa recherche au niveau environnemental. Mais ce chercheur-là nous a amené un autre problème. Il dit, le principal, dans mon projet de recherche, le principal sujet de recherche, c'est moi. OK. J'ai dit, OK, de l'auto-recherche. Hein? La recherche sur soi-même. Il dit, est-ce que je dois soumettre mon projet au comité d'éthique? Donc là, on a pris le temps de regarder un petit peu tout ce qui se passait, puis tout ce qu'il y avait en littérature. Puis on a dit, bien, dans l'énoncé de politique, il n'y a pas d'exception. Donc oui, tu dois soumettre ton projet de recherche sur toi-même pour qu'on puisse l'évaluer.
c'est assez particulier, là, mais c'est ça. Donc, on en voit parfois des, des spéciales. Donc, toutes les activités artistiques, s'il n'y a pas de volet recherche, ils n'ont pas besoin d'être évalués, ils font partie des exemptions, des exceptions.